Eh bien, je m'appelle Yann Bourrel, je suis kiné et ostéopathe du sport. Voilà, ça fait une vingtaine d'années que je travaille. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans le monde professionnel? Alors, moi, je commence ma carrière en tant que joueur de foot. Alors, j'ai joué à l'Olympique Lyonnais et au Milan AC. Alors, donc, j'étais centre de formation, donc j'avais une carrière, un début de carrière en tout cas qui était prometteur. Et, euh, et donc, j'ai eu la chance d'être joueur dans ces grands clubs. Alors, l'histoire veut que quand j'étais à l'Olympique Lyonnais, en fait, la kiné qui s'occupait de moi, j'étais en moins de 17 à l'Olympique Lyonnais. On a été champion de France d'ailleurs cette année-là. Il y avait Ludovic Joly par exemple qui jouait avec moi. Et la kiné de l'équipe, en fait, c'est une kiné que j'ai retrouvée en tant que collègue du coup en équipe de France de handball quelques années après. Donc l'histoire est belle. Et puis après au Milan AC, ben là, pour le coup, j'ai eu plein de blessures, donc plein de fractures, des arrachements d'insertion, des entorses et tout. Et là, du coup, bah, j'ai rencontré beaucoup de gens bah, qui gravitaient autour des joueurs professionnels. Et donc, du coup, là, ça a été vraiment une révélation pour moi, en fait, parce que je suis kiné-ostéo, mais le fait d'avoir été joueur, pas pro, mais presque pro, et bah, du coup, j'ai été confronté à, au staff des équipes pro. Par un exemple, je me blesse, euh, je me blesse lors d'un duel contre Boban. Les vieux connaisseurs de football, c'est à l'époque, quand je suis arrivé au Milan AC, il y avait Rijkaard, Gullit, Van Basten en 92. Et puis l'année d'après, bah, il y a Boban, Savicevic qui arrive et tout ça. Et lors d'un duel, je me fais une entorse assez violente et on m'emmène dans le staff médical de l'équipe 1. Et à ce moment-là, ben, j'ai du mal à marcher, j'ai vraiment une douleur terrible et je rentre dans le vestiaire des pros, donc on me porte là-bas et je passe dans les mains d'un... J'ai compris après qu'il était ostéopathe. Il me fait une séance, il me manipule dans tous les sens et je dis waouh, et je ressors en marchant. J'avais mal, certes. Il m'a fait une prise en charge qu'on m'avait jamais faite et là j'ai dit waouh, si je fais pas joueur pro, je veux faire ça. Donc en fait, mon histoire de thérapeute du sport, de kiné et d'ostéopathe du sport commence par ce passage-là et dans des clubs bah, du coup prestigieux. Et j'ai eu du coup la chance d'avoir été confronté tout de suite vraiment au haut niveau médical, parce que quand tu arrives au Milan AC en 92, quand il y a Rijkaard, Gullit, Van Basten, il y avait déjà le Milan Lab qui était la cellule santé de prise en charge des pros, qui était hyper secrète à l'époque. Et donc du coup, bah, tu te retrouves déjà bercé dedans et aller comprendre que à l'époque, Berlusconi, sa philosophie, c'était de prendre les meilleurs à tous les postes. Et donc du coup, ils vont prendre celui qui fait la plus belle pelouse, celui qui est le meilleur là et tout. Et donc, j'ai eu la chance d'être de côté des gens extraordinaires dans différents niveaux. Voilà. Et j'ai compris ce que c'était vraiment une grosse machine. Voilà, avec l'objectif de gagner, toujours pareil, objectif de gagner avec les meilleurs. Tu penses que ta blessure t'a emmené à devenir ostéo et kiné ou il n'y a aucun rapport Alors ça m'avait toujours un petit peu plu, mais le fait d'être beaucoup blessé et de passer du temps dans les salles de soins, tu te dis quand même, kiné, ostéo, du sport, c'est quand même extraordinaire. Tu es avec des jeunes tout le temps, tu es dans les vestiaires, ça rigole, parce que les salles de kiné, elles sont au milieu des vestiaires. Donc le kiné, c'est un confident, tu lui dis tout, il sait garder les secrets, tu es toujours en train de rigoler, il y a de la musique. Même si tu as mal, il te ramène sur le terrain. Donc c'est hyper bienveillant comme profession. Et moi, ça me parlait, quoi. Je suis quelqu'un qui m'occupe des autres, donc vraiment quelque chose que j'ai kiffé faire. Et du coup, ça m'a parlé tout de suite, en fait. et donc du coup, tu avais une probable carrière dans le monde du foot. Est-ce que ta blessure, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En fait, je me blesse d'une manière répétée, plusieurs fois, avec des mois d'arrachement d'insertion. Je fais 6 semaines d'arrêt, puis après je répète sur la même, donc je fais 2, 3 mois. Puis c'était il y a quand même, je suis un petit peu vieux, donc c'était il y a quand même plus de 25 ans, donc on n'avait pas les mêmes examens, les mêmes prises en charge que maintenant. Donc je me répète et du coup ça dure. Et le problème c'est quand tu es pété longtemps,
quand tu es un sportif pro, bah, tu es en tribune et c'est les autres qui jouent, donc c'est beaucoup plus dur après. Et quand tu reviens, si tu recasses une deuxième fois, après je fais fracture de fatigue, et puis je recasse au même endroit. Maintenant, on aurait fait comme Neymar, on l'aurait broché. Et à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc j'ai recassé 3 fois ma fracture de fatigue au niveau du pied. Donc je me suis rendu compte en fait que j'avais pas un corps qui était fait pour le haut niveau. C'est comme ça, même si j'avais éventuellement les pieds, parce que j'étais plutôt pas mal, je tirais coup franc, corner, pied droit, pied gauche. Tu vois, techniquement, j'étais à l'aise, gros. J'étais un joueur assez organisateur. Par contre, j'avais un physique un peu catastrophique, c'est comme ça. La génétique ne m'avait pas aidé, et puis peut-être je ne faisais pas forcément ce qu'il fallait. Je l'ai compris ça après par la suite en tant que thérapeute non plus. Je n'étais pas irréprochable. Donc du coup, tu as pu voir le monde du kiné et de l'ostéo en Italie et en France. Est-ce qu'il y a une sacrée différence entre les deux ou pas du tout? Alors, à la fin, les joueurs dans les grands clubs, ils changent de club, ils changent de pays. Maintenant, ça s'est nivelé complètement, d'accord? Il y a une histoire de budget, parce que quand tu as des grosses machines, on achète les meilleures. On peut débaucher n'importe quel kiné-ostéo dans le monde entier et le faire venir travailler, ça, il n'y a pas de problème. Donc, globalement, maintenant, ça s'est nivelé. Il y a surtout peut-être des fois des staffs un peu plus importants, voilà, sur mon collègue Pierre Vispignani, je ne sais pas si vous avez vu l'interview, ou en tout cas vous allez la voir, on parle très bien dans son interview et c'est vrai qu'il y a des gros staffs et puis des fois il y a des petits staffs. Et quand tu es dans le football, bah, il y a tout de suite beaucoup de plus d'argent. Alors par contre, quand tu es dans des sports un petit peu plus petits, tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc c'est là où toi, du coup, tu dois savoir tout faire. Et c'est là où c'est une vraie différence entre le sport où il y a beaucoup d'argent, ou le sport de haut niveau, et le sport où il n'y a pas beaucoup d'argent. Tu restes pro avec des joueurs internationaux, mais tu dois savoir tout faire. Parce que des fois, tu gères toi tout seul quasiment tout. Donc du coup, tu as pu voir sur plusieurs sports, notamment le water polo ou le football. Comment ça se passe l'ambiance entre les deux vestiaires par exemple? Alors les vestiaires de mecs, ça reste les vestiaires de mecs, hein, on est bien d'accord, ça c'est clair. Alors moi je me suis occupé d'équipes professionnelles de handball, de water polo, de volleyball féminin, et puis j'ai des équipes de France également, de squash garçon-fille. Déjà, les vestiaires hommes-femmes, ça n'a rien à voir, d'accord? Après, il y a le nombre de joueurs, parce que quand tu as 18 mecs dans une équipe, et puis quand tu as une équipe de France où tu as 3 gars, bah, c'est pas pareil non plus. Ni pour moi, ni pour eux, ni pour le groupe. Tu as des sports individuels, par exemple, sport de raquette, le squash notamment, et puis des sports collectifs. Donc ça change énormément dans un vestiaire, d'accord? Ça c'est certain. Et les vestiaires de filles sont différents, fonctionnent différemment des vestiaires de garçons. Là, ça c'est sûr. Donc des similitudes, je vais dire, entre hommes-femmes, mais par contre pas forcément des similitudes entre les sports, mais pas forcément hommes-femmes. Voilà. Et donc du coup, en termes de soins, comment ça se passe avec le water polo, donc qui est un sport où on est dans l'eau, qui est sollicité un peu plus tous les muscles, ou par exemple le hand qui est un peu plus sur le haut du corps. Alors, comment ça se passe dans les sports, tu as les sports terrestres, donc tu vois, basket, handball, volleyball, tu as beaucoup d'impact. Et surtout, après, il faut différencier dans les sports terrestres, ou du contact ou pas de contact. Un sport qui est très violent quand même, ça reste le rugby, on le connaît. Mais par contre, le handball, je te promets qu'ils prennent des cartouches, c'est assez fort. Et en fait, moi, ça m'a énormément appris parce qu'un handballeur, ça va se faire mal. Ça va se casser les doigts, ça va se faire mal au coude, ça va se faire arracher les épaules. Donc, tu as des pathologies sur le membre supérieur, mais tu as aussi des gros chocs. Tu as des commotions cérébrales, tu as des problèmes de dos, des entorses de genoux, de chevilles. En fait, c'est hyper complet. Parce que tu dois savoir tout faire, mais en tant que thérapeute, c'est extraordinaire parce que tu as de la traumatologie, donc tu as plein de bobos, tu as plein de blessures, et en plus, toi, tu sais savoir tout faire. Tu vois, dans le football, Pierre, par exemple, un gardien, c'est un peu différent, parce que tu as beaucoup de membres inférieurs et un petit peu de membres supérieurs quand il y a un petit pépin. En handball, tu as beaucoup d'épaules parce que ça shoot beaucoup, mais tu as aussi beaucoup de pathologies sur le membre inférieur. Donc c'est hyper complet, et puis c'est des sports ça maillotche, hein. Ça maillotche et voilà, pas comme le rugby, parce que le rugby, ça reste quand même
extraordinaire au niveau impact, mais du coup, c'est hyper complet. En tant que thérapeute, j'ai appris énormément à aller me changer de sport comme ça, même si c'est en plus, tu sais quoi, quand tu as des mecs de 2 mètres, des fois 2 m 10 qui font 110, 120, 130 kilos, mais qui sautent, qui bougent comme des gars d'un mètre 70, tu as des profils physiques qui sont extraordinaires. Et du coup, bah, ça demande de toi d'être vraiment un couteau suisse, savoir un petit peu tout faire pour, toujours pareil, l'obsession du résultat avec les pros, c'est ça qui fait kiffer. Hein. C'est que pendant toutes ces années où j'étais dans le haut niveau, tu m'aurais dit, il manque un joueur, moi j'aurais pris le maillot, je serais rentré, même si je suis une bille. Il n'y a pas de souci. Quant à ça, quand toute la semaine tu ne penses qu'à ça, tu veux la victoire, et comme tout le staff, hein, tout simplement. En quoi diffère ton travail dans le monde professionnel et dans le monde amateur avec des clients lambda entre guillemets? Alors, écoute, moi je vais te dire pas grand-chose parce que en fait, je me suis rendu compte que si tes patients qui viennent en cabinet ou les sports amateurs, si tu te mets dans la tête que tu dois soigner tes patients et tes sportifs amateurs comme les pros, parce qu'ils ont l'objectif aussi, à leur niveau, de jouer demain. Même si c'est des gens qui n'ont pas de grande qualité, pas un gros niveau, mais leur Coupe du Monde, c'est demain, parce qu'il y a le derby, parce que... Et là, si toi, tu te mets dans cet état d'esprit-là, ben, tu vas trouver les mêmes outils qu'avec les pros. Après, ils n'auront pas le même temps, ils vont avoir un boulot à côté, donc forcément ça va changer. Mais moi, en tout cas, ça ne va pas changer, mon approche. Je me mets dans l'idée d'avoir le plus de résultats possible, le plus rapidement possible. Donc, efficacité maximale, tout en le préservant pour pas qu'il pète trop vite, parce que si tu le renvoies tout de suite au combat et qu'il se pète, bah, tu passes pour un âne, et puis lui, il est déçu. Et je peux dire que je l'ai vécu sur moi avec toutes ces années où je me suis reblessé. Donc je sais ce que c'est que de reprendre trop tôt. Et je ne veux surtout pas l'infliger aux gens, mais il faut quand même les stimuler tout en les protégeant. C'est un équilibre assez subtil. Et donc du coup, pour toi, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre travailler avec un athlète de haut niveau ou travailler avec un athlète amateur? Alors, je ne vais pas te mentir, l'athlète de haut niveau, tu as quand même un petit peps qui est différent. Tu as un championnat d'Europe, tu vas entendre la Marseillaise, tu as des médailles, tu as des déplacements, tu as une vie. Tu pars avec eux, c'est quand même différent de voir que ton sportif amateur, tu vas le voir en soins, ça reste génial, mais c'est un petit peu plus temporaire. Le pro, bah, tu vas le suivre, tu connais tout de lui, tu vas faire des déplacements, des fois des semaines entières avec eux, c'est quand même bien. C'est vrai que l'environnement, même s'il y a de la pression, l'environnement est hyper stimulant. Tu as les médias, tu as la foule, le public, les hôtels, les beaux hôtels. Voilà, ça fait partie d'un tout qui est quand même hyper sympa. Du coup, tu as fait de nombreuses formations en réathlétisation, échauffement, récupération. Quelles sont pour toi les évolutions les plus marquantes pour ton travail? Bah, c'est tout ce qui est... alors là, on fait appel maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de spécialisation. Alors quand on est dans un petit staff, tu dois savoir tout faire. C'est pour ça que moi, quand tu vois, je me suis occupé de handball, il n'y a pas beaucoup d'argent, du volleyball ou quoi, il n'y a pas beaucoup d'argent dans ces clubs-là. Donc tu dois être un couteau suisse. Donc tu dois savoir faire l'ostéopathe, le kiné, le réathlétiseur, le prépa physique, mais tu dois savoir aussi aller donner des conseils de nutrition parce qu'il n'y a pas de nutritionniste, aller envoyer peut-être chez un podo, faire de la prépa mentale ou du coaching, ou en tout cas orienter. En fait, toi, tu dois avoir une prise en charge à 360 degrés, d'accord? Même si le rêve, c'est de travailler comme Pierre Vespignani à l'OM avec un staff de dingue, où tu es 10 dans le staff, tu as le podologue, le nutritionniste, le prépa mental, l'ostéopathe, 4 kinés, 2 médecins, il y a tout sur place et c'est une machine de guerre. Et puis, bah, les petits clubs, c'est la réalité de peut-être plein de thérapeutes qui m'écoutent. Et ben, tu dois savoir tout faire. Des fois, tu dois faire un diagnostic médical parce que le médecin, il n'est pas là, il est en vacances. Et c'est à toi de dire, il joue ou pas. Tu dois assumer ça et tu dois le prendre de A à Z. Hein. Des fois, c'est toi qui fais tout. Jusqu'à la réathlétisation, les straps, lui dire le conseiller niveau alimentaire parce qu'il fait n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment... Et là, du coup, c'est hyper passionnant. C'est hyper passionnant. Donc, du coup, tu dis qu'il y a un couteau suisse, mais dans le sport professionnel, il y a
énormément de data, de nouvelles technologies qui sont mises en place pour le suivi des joueurs. Est-ce que toi tu t'en sers et comment tu t'en sers pour surveiller les athlètes? Alors, j'ai la chance maintenant de travailler avec Pierre. Du coup, Pierre qui a créé un logiciel extraordinaire de mise en relation entre tous ces intervenants autour d'un sportif pro, pro ou pas pro. Donc en fait, il a créé un truc extraordinaire parce que on n'avait pas ça avant dans le monde d'évaluation et dans le monde de la santé. Vous avez votre sportif. Et du coup, vous avez votre médecin, votre kiné, votre podo, votre prépa physique, votre ostéo, et tout le monde va dans le même sens que ce gars-là, il retourne en forme le plus vite possible. Et lui, il a réussi à faire un logiciel où on va faire les tests, on va le documenter, on va pouvoir même donner des exercices à faire, envoyer des exercices, tout est sécurisé et tout ça. Et donc, du coup, c'est une chance de l'avoir rencontré et qui bosse avec moi parce que du coup, on arrive à numériser tout ce travail-là en cabinet également, comme avec une équipe pro. Et ça, c'est vraiment top. Donc, du coup, tu es également un spécialiste du strapping et du taping. Tu t'es formé avec l'ancien kiné de l'équipe de France de football, Christophe Geoffroy. Geoffroy. Ouais. Est-ce que ça apporte une vraie plus-value, le strapping en tant que kiné? Alors quand tu es kiné du sport ou ostéopathe du sport, tu es obligé de savoir strapper et mettre du tape. Alors, l'histoire est belle parce qu'en fait, je suis parti au tout début de ma carrière me former à l'étranger, au taping, avec un Coréen. Je suis parti avec un Australien aussi. Et j'ai ramené cette technique en France. Je te parle de ça il y a plus de 15 ans. Donc, il n'y avait pas de cours de taping en France. Et dans une école de formation, je donne un cours, on me demande de donner un cours de taping avec quelqu'un qui faisait du strapping. Et je rencontre Christophe Geoffroy, kiné de l'équipe de France de foot, qui lui est un monstre là-dedans. Et donc, en fait, on s'est super bien entendu et on a donné des cours ensuite pendant 8 ans à Clairefontaine avec lui. Donc moi, je faisais la partie taping et lui la partie strapping. Ce qui fait que ça a été génial parce qu'on a vraiment, moi évidemment, maintenant je strappe comme lui et puis lui il tape comme moi parce qu'on s'est tellement donné et puis c'est un plaisir de bosser avec Christophe. Et donc, ça c'est des techniques qu'il faut absolument maîtriser quand on est dans le sport de haut niveau. Mais il y a plein d'autres outils qu'il faut maîtriser pour aller travailler les tissus mous, pour aller manipuler les techniques d'ostéothérapie manuelle hyper importantes. Il y a plein d'outils qu'il faut connaître, qui ne coûtent pas cher et où on a du résultat. Et puis après, quand on a la chance d'être dans des grands clubs avec plein d'argent, on a des trucs pour tester, des trucs pour des machines pour éduquer, des bains froids, des cryothérapies corps entier, on a plein de choses. Mais ça, c'est un autre type de rééducation, de prise en charge. Donc sur le taping, le strapping, est-ce que ça apporte une vraie plus-value pour le joueur ou pas du tout? Un strap, ça va te permettre de jouer. Ou pas jouer des fois, parce que des fois tu vas avoir tellement mal que sur une compétition importante, tu vas faire en sorte qu'il rentre sur le terrain. Et ça c'est fondamental, parce que des fois c'est toi qui permet aux gars de jouer, des fois de gagner un match, donc évidemment tu es impliqué, et ça c'est génial. Le taping va plutôt agir sur les douleurs, sur la mobilité tissulaire. C'est vraiment un bon produit, une bonne technique. Si vraiment tu veux faire l'upgrade de niveau qualité sur le terrain, c'est le strap. Après, dans la vie de tous les jours, le tape, vraiment, c'est une belle plus-value parce que ça diminue tes douleurs, ça améliore ton confort de vie, ça augmente le drainage. Et quand on est dans le sport, souvent, on a un peu de liquide, un peu d'inflammation et tout. Et du coup, ça a toute son utilité. Il n'y a pas de... Les deux sont bien. Les deux, il faut les connaître. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Christophe Geoffroy, il est quand même connu pour être très impliqué dans les échauffements de l'équipe de France. Pour toi, quel doit être le rôle du kiné et de l'ostéo pendant les entraînements et les matchs? Il est important ou il doit se mettre en retrait? Alors, il doit être important. Alors, souvent, c'est le travail de l'ombre. On ne nous voit pas, mais on est vraiment avant. Alors, ça va dépendre des clubs et des sports. Des fois, c'est le prépa physique qui fait l'échauffement. En équipe de France, c'est le kiné. C'était Christophe qui l'a fait pendant des années. Il faut savoir que tout est codifié dans un échauffement. Et du coup, l'échauffement, c'est Christophe qui l'a fait pendant des années. Il a écrit des livres là-dessus, sur les échauffements, sur les étirements. Et donc, grosse plus-value à les maîtriser, mais quand on est dans un gros staff, des fois, c'est pas forcément le kiné qui fait. Donc, le kiné, vraiment, il a
une grosse présence en off. On ne le voit pas forcément. Il n'est pas devant les lumières. Mais par contre, dès qu'il y a un blessé ou quoi que ce soit, il est là. Il est là et tout de suite, la prise en charge immédiate, c'est ce que disait Pierre, prise en charge immédiate, et tu vas gagner du temps sur le temps de reprise. Ça, c'est très important également, de faire une bonne prise en charge tout de suite. Comment tu travailles pour optimiser la performance et limiter le risque de blessure chez les joueurs? Alors là, il faut vraiment travailler main dans la main avec le prépa physique et du coup tout ce qui est kiné, réathlétisation. Il y a un équilibre à trouver entre le kiné qui va le monter en compétence et puis après le prépa physique qui va vraiment l'amener jusqu'au bout. Alors, si vous avez un prépa physique, c'est super. Sinon, vous avez les kinés qui sont capables de tout faire, d'accord ? Moi maintenant, je suis passé beaucoup plus sur la partie ostéopathie et je délègue ça. J'ai eu la chance d'avoir des kinés, j'ai la chance d'avoir des kinés extraordinaires dans mon cabinet, donc je leur délègue toute cette partie-là. Et grâce au logiciel de Pierre, du coup, on va arriver à tester et à faire des beaux programmes pour les monter en puissance. Dans le foot amateur ou dans le sport amateur en général, est-ce qu'il doit y avoir une évolution auprès des éducateurs qui doit être faite pour prévenir des blessures par rapport à la santé de leurs joueurs? Ah oui, bien sûr. Évidemment, alors ça c'est important. Je me rappelle dans un club où j'étais arrivé, déjà le premier truc, ça m'avait marqué, c'est une anecdote où on récompensait les jeunes avec un bon McDo. Alors déjà ça, même si peut-être que vous l'avez fait, mais on ne peut pas récompenser une victoire avec de la malbouffe, hein, d'accord? C'est surtout pas ça. Donc déjà, apprenez-leur à mettre de la bonne essence dans le moteur. Déjà, c'est assez... Maintenant, on le sait, c'est énorme l'impact de l'alimentation, d'avoir des alimentations saines avec des aliments non modifiés. Déjà, vous n'allez pas encrasser votre moteur, votre corps, et vous allez moins vous blesser, moins de tendinite, moins de problèmes de souffrance. Et si c'est votre job, déjà, ça, il faut vraiment le conseiller aux jeunes, leur apprendre le plus tôt possible. Après, il faut leur apprendre à s'échauffer, il faut leur apprendre à s'étirer, il faut apprendre à... En fait, il faut s'inspirer. Maintenant, on a la chance de pouvoir regarder sur des plateformes, vous allez comprendre, des stars. Et il n'y a pas de hasard. Les gens qui ont extrêmement bien réussi, ils avaient du talent, mais c'était des grands bosseurs. Et quand vous voyez... Et quand vous côtoyez des champions du monde, des champions olympiques, c'est des gens, vraiment ceux qui sont numéro 1 mondial, d'accord? C'est des gens qui sont hors normes. Ils vont être des psychopathes, l'obsession du résultat dans tous les secteurs. L'alimentation, le sommeil, les étirements, le renforcement, tous les rituels pour optimiser et pour avoir du résultat. Et en fait, c'est ça qu'il faut prendre, à chacun à son niveau. Hein. Quand on est dans un petit club, on va peut-être pas tout prendre, mais on va essayer de mettre ça en place et tout du moins aussi aller conditionner les jeunes à raisonner comme ça. Et moi, c'est ce que j'essaie de suivre comme exemple. Pareil pour mes soins, c'est-à-dire que essayer d'avoir l'obsession du résultat tout de suite, être bon, être clair, être cohérent, bien communiquer avec le patient. Il sait d'où il part, où est-ce qu'il va, il sait comment ça va se passer, il sait comment on va ajuster les trucs, il sait comment il va être testé. Et puis là, du coup, une fois que... c'est toujours pareil, quand tu sais où tu vas, tu as moins peur et puis tu suis ton thérapeute et avec une grande facilité en tout cas. Généralement, dans le monde amateur, on trouve beaucoup de coachs qui demandent de serrer les dents, de continuer même si on a quelques bobos. Est-ce que il faudrait empêcher la surblessure ou on peut un peu tirer même si on est amateur? Je te dirais que non, moi je suis là pour protéger les joueurs et moi je te dis j'en ai fait l'expérience sur moi des surblessures qui sont du coup interminables. Il y a des choses sur lesquelles tu peux tirer un petit peu, c'est sûr, mais bon là il faut avoir de l'expérience. On ne va pas demander à un staff médical, demander au médecin qui lui va prendre la décision est-ce que vous pouvez jouer ou pas, ou si vous n'avez pas de médecin sous la main, le thérapeute du club qui va vous dire non là c'est trop risqué, il ne faut pas y aller. Je suis jamais pour forcer trop parce que j'ai eu des coachs dans ma vie
qui traitait mal les joueurs. Et ça pour moi, c'est viscéral. C'est-à-dire qu'il les envoyait au combat tout en sachant qu'il allait péter, mais il s'en foutait parce que de toute façon, il en avait un autre derrière. Ça, moi, je trouve ça insupportable. C'est faire ça. Parce que moi, les sportifs pros, c'est mes amis. Hein. Si je les soigne, c'est que je pourrais partir en vacances avec et je suis là pour leur santé, pour les soigner. Donc, je veux pas qu'on abîme mes potes. Voilà, c'est clair. C'est comme en soirée, on protège, on est une équipe et voilà. Donc ça, c'est mon mode de. Donc, on peut des fois tirer sur la corde, mais il faut pas les péter. Donc voilà. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, s'il te plaît? Alors la PNL, c'est un mode de communication. C'est juste un outil en fait où tu vas pouvoir mieux communiquer avec ton patient ou avec ton sportif. En fait, je me suis rendu compte que très souvent, quand tu es en soins, alors il va y avoir les techniques qu'on va faire, les techniques, les outils, tout ça. Et à mon avis, ça fait qu'une partie de la rééducation. Si par contre tu communiques bien avec ton patient, il va adhérer à ce que tu lui proposes, il va te suivre, et du coup ça va être, allez, 80% mieux. Donc si tu communiques bien, tu vas avoir un patient qui te suit, et un sportif qui te suit, et un coach qui te parle mieux, et un coach que tu comprends. Et des fois, il faut leur rentrer dedans, ou au contraire, il faut être plus sympa. Et ça, on peut l'avoir, d'accord? On peut l'avoir. Il y en a, ils l'ont, c'est inné. Moi, je pense que je l'avais, mais j'avais besoin de m'améliorer parce que je ratais des trucs. Des fois, je me disais, mince, celui-là, je l'ai perdu. Et donc, quand je suis pas bon, je vais me former. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un master en PNL pour essayer d'être meilleur, tout simplement, pour mieux communiquer parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment une des clés aussi de cette profession. Quand tu es dans le médical, tu dois savoir communiquer. Si déjà tu l'écoutes pas, tu fais autre chose pendant qu'il te parle, il se plaint, les gars ils disent attends, il s'en fout de moi ou quoi, c'est pas possible. Donc il y a des codes, et si tu les appliques, du coup c'est vachement plus facile, et on va te pardonner plus de choses si des fois tu as pété un petit peu, des fois moins bon, ça arrive à tout le monde, mais du coup, voilà, ça reste bienveillant. Et donc du coup, cette PNL, comment tu l'utilises avec les athlètes et les équipes quand tu les gères? Là, c'est vraiment c'est tous les jours en fait que tu vas utiliser des techniques de communication simples. Tu essayes de vraiment rentrer dans leur mode de communication, de langage, pour obtenir finalement ce que tu veux d'eux, ou pour les rassurer, ou pour des fois leur faire un peu peur, parce que tu sais que c'est le bras de levier que lui, il faut un petit peu actionner. Souvent, les pros, ils veulent aller vite, hein, mais ils veulent tous revenir sur le terrain le plus vite possible, sauf des fois, il y en a, ils te disent clairement, au bout d'un moment, quand tu as gagné la confiance, ils te disent non, là attends, je suis en négociation, là ça va pas, faut pas que je revienne, et tout ça tu le sais en fait, d'accord? Et ça c'est des bras de levier qu'on n'a pas forcément, on voit pas dans les médias ou quoi, mais qu'on a nous sur nos tables de soins, et puis on sait que des fois il y a le bébé qui arrive, on sait que potentiellement il y a c'est tendu à la maison, il y a des problèmes. Et tout ça, faut le gérer. Il faut arriver à passer les infos sans dire au coach, sans perdre le secret médical, ce que t'a dit ton joueur. C'est tout un art. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... il y a des techniques de com, mais il y a aussi la sensibilité du thérapeute. Quelles sont les prochaines évolutions que tu penses nécessaires dans le soin du sportif qui devraient arriver dans les prochaines années? Alors, moi, je pense que l'intelligence artificielle va faire des choses extraordinaires. Pour tout ce qui est réathlétisation, analyse de la posture, mouvement. Je suis sûr que dans quelques années, vous allez poser votre iPhone, vous allez faire les mouvements, il va vous analyser, il va vous sortir ce qui va pas. Je suis sûr de ça. Donc, qu'est-ce qui nous reste à nous, thérapeutes? Il nous reste le thérapeute manuel. Il va falloir être bon sur notre table de soins. Et ça, moi, je suis convaincu qu'on a quelque chose en or, c'est nos mains, et ça, l'IA ne nous le prendra pas. Par contre, il peut nous prendre plein d'autres choses. Alors nous, on va s'en servir de ça, parce que c'est extraordinaire, l'intelligence artificielle là-dessus, mais il va falloir qu'on reste, nous, vraiment forts sur nos tables de soins, tout en utilisant cette intelligence artificielle qui va être extraordinaire, j'en suis persuadé. Donc le futur, c'est ça, mais ça va tellement vite, je ne peux pas te dire ce qui va se passer. Est-ce que du coup, l'intelligence artificielle, vous l'utilisez déjà ou pas encore, justement?
Alors, on commence à l'utiliser, sincèrement. On commence à l'utiliser. Là, on est en 2025. On arrive déjà à faire des programmations, à faire des analyses. Il y a des projets qui partent dans tous les sens, d'accord? Il y en a tous les jours, partout dans le monde entier. Je ne peux pas te dire ce qui va se passer. Là, vraiment, au jour où je te parle, je sais qu'il y en a plein, mais je ne peux pas te dire quoi. Et je serais tellement impatient de le savoir. J'ai vraiment envie parce que ça va nous changer complètement le mode de prise en charge, j'en suis sûr. Tu as côtoyé des joueurs de football de très haut niveau au centre de formation. Tu m'as parlé de Ludovic Giuly. Est-ce qu'il y a certains qui te recontactent maintenant que tu es devenu ostéo-kiné? Alors dans les joueurs de foot, non parce que j'étais un collègue, j'étais un joueur avec eux et ils m'ont pas connu en tant que thérapeute. Par contre, quand tu joues, quand tu soignes des joueurs dans les clubs partout et dans les années, et ben souvent ils reviennent te voir et ça c'est toujours très plaisant quand tu as un international qui revient te voir parce que ça reste un ami. C'est des gens que tu as soignés pendant des années. Tu as vu les enfants grandir, tu as fait des soirées avec eux. Et au-delà du soin, tu as l'aspect humain. Et bah, ça fait très plaisir. Ouais. Et dans ta carrière, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a particulièrement impressionné sur le plan physiologique ou physique? Alors, moi j'ai eu Nicolas Karabatic, impressionnant. Impressionnant, une bête physiquement, mentalement, psychologiquement. Impressionnant parce qu'il a énormément de qualités physiques. J'ai aussi Grégory Gauthier, numéro 1 mondial de squash, joueur français, une bête de travail. Vraiment, il est capable de tout sacrifier pour sa prise en charge, pour sa réussite. Et c'était le plus vieux numéro 1 mondial à plus de 35 ans. Il est resté pendant plus d'1 an. C'est exceptionnel. Moi, je l'ai eu en soins. Il a passé 3-4 mois dans mon cabinet. S'il avait rendez-vous à 10h15, il était là à 8h, le premier à travailler. Mobilité, renforcement, gainage. Il faisait tout. Une machine de guerre. Un état d'esprit. C'est pour ça que je vous dis, allez voir les reportages sur les grands athlètes. Il faut s'en inspirer parce que c'est des gens hors normes, mais c'est des bosseurs fous. Ils ont un physique forcément qui génétiquement, ils ont une prédisposition à faire du haut niveau, mais ils ont tellement bossé qu'ils ont fait ça super bien et ils ont réussi. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques anecdotes dans l'intérieur d'un vestiaire? Comment ça se passe? J'ai eu un joueur qui joue en équipe de France. Il avait un gros problème d'inflammation au niveau d'une cheville, la capsule qui était inflammée. Il fallait qu'on fasse des soins anti-inflammatoires. Et les conseils qu'on lui avait donnés, c'était de mettre de l'anti-inflammatoire ou de l'argile verte. Vous savez, ça draine, on peut mettre des huiles essentielles avec. Il se trouve que il ne faut jamais mettre les deux ensemble, par exemple. Si vous voulez travailler sur une inflammation ou drainer du liquide, jamais, parce qu'en fait, il avait mis la crème anti-inflammatoire le matin et le soir, il a fait un cataplasme d'argile. Et la réaction entre les deux, elle vous brûle la peau. Et en fait, elle vous brûle, c'est-à-dire qu'il s'est réveillé quelques heures après s'être couché avec le cataplasme d'argile. Et il s'est brûlé littéralement la peau, mais brûlé, quand je vous dis brûlé, c'est qu'il a perdu toute la peau en fait en 24 heures. Il était à vif complètement. Donc ne jamais mettre d'argile et d'anti-inflammatoire en même temps parce qu'on a des trucs catastrophiques. Alors on en rigole hein, quand on se revoit, c'est rigolo, mais je vous jure que moi je rigolais pas parce que même si c'était fait à grande distance, ça c'est une anecdote de soins qui est sympa. Après, des petites anecdotes, voilà, le bus qui arrive en retard, match télévisé, je me rappelle, on arrive genre 20 minutes avant le coup d'envoi parce qu'il y avait des travaux, il y avait une manifestation. Timing un petit peu tendu de l'organisation et grosse manifestation et tu strappes dans le bus, les mecs se changent, on sort les maillots et tout, on arrive, on descend du bus, tout le monde est habillé, t'as strappé à l'arrache dans ton bus et puis voilà, puis t'as plus de pression parce que t'arrives, tu fais ce que tu peux et tu gagnes le match, donc c'est une un beau souvenir, donc ça c'était sympa.
Justement, on sait que le rugby, le sport professionnel plutôt, est très timé et ça se joue sur le temps, presque à la seconde près. Comment ça se passe dans un vestiaire quand il y a du retard? Alors, on fait tout ce qu'il faut pour pas en avoir, parce que ça, c'est la base. Il faut savoir que tu sors, par exemple, à 22, tu rentres à 38, tu as l'hymne à tel temps, tout est timé, comme tu disais très bien. S'il y a du retard, bah, ça pète un peu la machine. Et là, il faut s'adapter. De toute façon, ce que je te disais, il faut être un couteau suisse. Il faut toujours avoir plus de solutions que de problèmes. Et si tu as un coup d'avance, eh bien, c'est ça qui est génial. Tiens, une autre anecdote sympathique. J'avais un joueur, il avait toujours, c'était un basketteur, il avait toujours un truc pour me surprendre. Alors, un coup, il voulait, je sais pas, chewing-gum Origlisse. J'avais 3 parfums et j'avais pas celui-là. Après, il voulait ce truc-là et je l'avais pas. Donc, à un moment donné, je me rappelle, je vais voir le directeur sportif, je lui dis alors là, mon pauvre, j'ai tout. J'ai le peigne, le gel, le chewing-gum, les cure-dents. Il m'avait tout fait. À chaque match, il m'en faisait une. Et là, à ce moment-là, je suis à côté avec le directeur sportif et le gars me dit t'as pas de la colle? Parce que j'ai ma semelle. Et là, je dis, là, les bras m'en sont tombés. Je dis, écoute, là, il lui fallait encore la technique du grain de sable. Vous savez, quand tout va bien, il te trouve le truc qui va pas pour, peut-être, c'est même sûr, avoir le truc qui allait pas. Parce que comme ça, du coup, si tu joues moins bien, t'avais une petite excuse quand même. Hein. Et psychologiquement, il en avait besoin. Donc après, on en rigolait, mais voilà, ça c'était une anecdote sympa. Que tu as quelque chose à rajouter pour nos téléspectateurs peut-être? Non, écoute, moi c'était vraiment une interview très sympa. Vivre dans le monde médical avec le sport du niveau, c'est vraiment kiffant parce que du coup vous partagez des moments extraordinaires et dans les petits clubs c'est pareil. Quand on investit, qu'on aime ça, on aime aider les autres, c'est vraiment top. Donc s'il y en a qui ont la passion de ça, surtout lancez-vous et voilà, aider les autres c'est vraiment top.